vous avez fait, c'est déplorable. Qu'est-ce qui doit être fait en priorité, au-delà de cette question des bâtiments qu'on construit, pour quand même qu'on puisse remonter notre éducation? Parce que, vous savez, par exemple, quand vous allez en Belgique, nos diplômes ne sont pas acceptés. Un diplômé, un licencié de l'ARD Congo est obligé pratiquement de faire une licence spéciale, de pouvoir reprendre pratiquement l'université à zéro. Qu'est-ce qui doit être fait? Mais si je viens de vous dire dans votre micro ici que je voudrais recevoir des étudiants qui ont réellement écrit leur mémoire l'année passée, qui sont même des licenciés et qui viendront ici montrer qu'eux ont 3 volumes qu'ils ont lus. Nous avons des gens qui terminent jusqu'au doctorat qui n'ont pas encore lu 2 livres de bout au bout. C'est dangereux. Ce que je pense, pour les réinventer l'appareil éducatif, il faut d'abord enlever le folklore. Ça, c'est un. De 2, il faut que l'État ne puisse pas croire que l'éducation c'est une machine à propagande. L'éducation, c'est la clé d'un pays. Je rappelle comme les logiciels de base sur lesquels va rebondir l'individu, les Congolais, alors, devant toutes les circonstances de la vie. Donc, il doit être à la page, il doit être des pointes, il doit être contemporaine. Pour le moment, le Congo est en train d'aller très loin par rapport là où vont les autres. L'université au Congo, et Mobutu en 90 connaissait qu'il fallait aller au LMD. Il a commencé déjà avec l'école de la santé à l'INIKIN. Mais vous savez qu'en 2014, depuis 1990, nous n'arrivons pas à faire asseoir les LMD, licence, maîtrise, doctorat. Qu'aujourd'hui, les Congolais, même les plus éduqués, pensent qu'avoir le G3, c'est un cycle, avoir la licence est notre cycle, maîtrise est notre cycle. Donc finalement, nous avons un peu de 5 cycles. Mais quand ces mêmes Congolais lisent les offres d'emploi internationales, combien de places on engage des Congolais? On demande un G3. Écoutez, nous devons enlever le folklore dans l'enseignement et arriver à mettre les choses à leur place. Donc, ce que j'ai dit, c'est ceci. Le temps est venu pour que le Congo... Et vous concluez par là, sur cette question. Puisse rejoindre la communauté des nations, et j'en demande au ministère de la sémestre universitaire que nous devons mettre le LMD et aussi refonder l'enseignement primaire et secondaire. Ne pas croire que l'éducation c'est un bâtiment, mais c'est d'abord les individus qui doivent enseigner. Nous devons refaire l'utile, l'enseignant, qui est maintenant clochardisé à tous les niveaux. Voilà, donc selon le professeur Stéphane Djita, il faut que dans nos budgets, nous puissions prendre en compte en tout cas la question de la motivation des enseignants. Il faut que ces gens-là soient socialement sécurisés et c'est à ce moment-là qu'ils pourront en tout cas donner les meilleurs d'eux-mêmes. Il ne suffit pas de construire des bâtiments, mais il faut aussi que la personne qui donne l'enseignement soit en tout cas mise à niveau et mise dans des conditions de travail assez acceptables. Nous restons toujours dans la question de l'enfance, parce que nous parlons là de l'éducation, on éduque les enfants, on les instruit, et c'est la question de la délinquance juvénile et la vie avec les Koulouna, qui étaient pratiquement en train d'être chassés à travers l'opération Likofi. C'est une opération qui est remise en question par un rapport des Nations Unies qui est piloté par le bureau conjoint de Scott Campbell, qui est sous les coups, qui est déclaré en tout cas persona non grata en RD Congo par le gouvernement congolais. On suit d'abord ces rapports, le compte rendu fait par Canal Congo Télévision sur ces rapports qui posent problème, qui crée pratiquement une crise diplomatique entre le gouvernement de la RD Congo et l'Organisation des Nations Unies à travers le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme suivant. Les rapports des enquêtes menées par son bureau conjoint aux droits de l'homme en République démocratique du Congo sur des violations graves des droits de l'homme, y compris des exécutions sommaires et extrajudiciaires ainsi que des disparitions forcées commises contre des civils par les forces de sécurité congolaises dans le cadre de l'opération Lukofi Coup de poing. Opération menée par la police nationale congolaise entre le 15 novembre 2013 et le 15 février dernier contre les bandits à Kinshasa. Les enquêtes menées par notre bureau ont permis de confirmer des exécutions sommaires à l'encontre d'au moins 9 hommes, dont un mineur dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa, à savoir Bumbu, Selembao, Limete, Ngiringiri, Ngalima, Lingwala et Kalamu. L'âge des victimes serait compris entre 17 et 30 ans, a déclaré Scott Campbell, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, au cours de la conférence des presse des Nations Unies à Kinshasa. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme invite pendant les autorités congolaises à mener des enquêtes crédibles et impartiales sur les violations des droits de l'homme commises dans le cadre de l'opération Lukofi et de traduire en justice les auteurs présumés de ces violations
quels que soient les rangs, pendant la conduite de l'opération Lukofi. Plusieurs témoignages ont fait état d'exécutions sommaires perpétrées dans le cadre de cette opération. Certains responsables de la police ont cependant reconnu quelques dérapages avec ce rapport qui a recensé 9 cas d'exécution sommaire et 32 disparitions forcées. Oui, je rappelle que nous recevons professeur Stéphane Njita Dinzita, il est le président national du Parti du Peuple pour le Progrès du Congo, prometteur d'université ici à Kinshasa. Professeur, nous venons de suivre ces rapports qui posent problème et celui qui a piloté cette enquête-là et qui a produit ces rapports est déclaré persona non grata, Scott Campbell. Je ne sais pas, on est là dans une situation de quelqu'un qui casse les thermomètres au lieu de soigner la fièvre ou comment? Vous savez, la question de la délinquance juvénile à Kinshasa ou en RDC devient un problème sérieux, une fois de plus. Et nous devons, je pense que l'intellectuel congolais est en train de trahir ces pays. Parce que nous ne voulons pas appliquer ce que nous connaissons. La première question est pourquoi cette jeunesse se sent sinistrée, désengagée, oubliée et ne pense qu'à la violence. Deuxième, quel est l'état des lieux de l'enfant congolais aujourd'hui? Troisième, quel est l'âge de ces enfants-là dans ces colonnes? Et finalement, comment nous pouvons empêcher qu'ils violent les droits des paisibles Congolais? Mais comment nous allons, une fois de plus, une chemise qui est sale, on ne va pas la jeter. L'enfant sale et l'eau sale ne jette pas. Comment on peut les nettoyer? Parce que même la prison s'appelle réhabilitation ou rééducation. Donc, là-bas, la question est difficile, elle est émotionnelle. Et ça demande une passion disciplinée. De faire d'abord la différence entre l'individu et l'institution. Mais M. Campbell n'est pas l'institution. M. Campbell est l'individu. Et les rapports qu'il a donnés, c'est les rapports de l'institution. Ça, c'est un. De deux. Je disais que depuis 1997, nous avons une foire des enfants que nous rejetons dans la rue. Et non pas seulement que nous avons le phénomène d'enfants dans la rue, qu'on appelle l'enfant de la rue, mais comme les rues n'engendrent pas, donc ce sont des enfants dans la rue. Et nous envoyons d'autres enfants, et même ceux qui avaient des maisons. Vous savez combien de fois nous avons démoli des maisons qui étaient vendues par l'État congolais aux paisibles Congolais en bon uniforme, et quand ils ont commencé à bâtir, nous avons écrasé ces maisons-là. Combien d'enfants sont dans la rue à cause de ça? C'est une délinquance qui n'est pas juvénile à ce moment-là. Troisièmement, combien d'enfants qui, après avoir raté le diplôme d'État, qui du reste devient un peu dangereux, que nous ne savons même pas, il y a un numéro de CERNI que chaque enfant paye quand il commence l'école. Mais chaque année, l'enfant congolais paye encore pour ce numéro de CERNI. Et à la fin des études secondaires, on envoie un collège des inspecteurs pour revérifier le dossier, alors qu'eux avaient les CERNI pour faire le monitoring où va l'enfant. Donc, l'enfant congolais aujourd'hui se voit abandonné. Il n'y a pas de mesures d'encadrement. Donc, la question des Koulouna, qu'est-ce qui était dit? C'est là le problème. Nous avons demandé que nous puissions avoir une commission vérité et réconciliation. Mais nous avons oublié ça, c'est comme si ce n'était pas demandé dans le dialogue intercongolais, alors que c'était partie des jeux pour accompagner la démocratie. Nous devons savoir que si nous allons s'aimer dans les autres troubles, eh bien, il y aura des troubles qu'on va avoir. Je pense que l'État congolais est devant un dilemme. Que faire avec les jeunes gens qui deviennent très violents, mais comment les dissuader de ne pas être violents? Et quoi faire? Donc, je ne vais pas commenter de part et d'autre parce que le sujet est tellement difficile. D'abord, j'apprécie nos jeunes gens qui sont dans l'uniforme, qui font un travail impeccable. Mais là, je demande encore qu'il nous faut donner les outils qu'il faut à nos policiers. Un, l'éclairage. 3/4 de Kinshasa est dans les noirs. Donc, vous avez dans les quartiers, dont vous citez Selembao et autre chose, ces gens-là vivent dans quelles conditions? Il n'y a pas que l'éclairage, il y a aussi les routes qui sont en mauvaise condition, qui ne permettent pas aux policiers aussi de pouvoir quand même
arriver là où les criminels, par exemple, sévissent. Tout à fait. Mais ce pays-ci qui a